Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sharing is Caring. Je suis Bleu. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Nicolas Philippov. Sommelier au chocolat et blogueur passionné. Nous plongeons dans l'univers fascinant du chocolat, de sa production à sa dégustation. Nicolas nous révèle les secrets de son métier et nous fait découvrir des saveurs, les bonnes pratiques de dégustation et bien plus encore. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'être fidèles auditeurs. Nous apprécions votre soutien continu. Alors, préparez-vous à vous plonger dans le monde des délicieux du chocolat avec Nicolas Philippot. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, Salut Jonathan, comment ça va aujourd'hui? ça va bien, merci de m'avoir comme invité dans ton podcast. J'avoue que je pensais pas un jour que je parlerais de chocolat de vive voix et en ligne. Bon, c'est ta passion, t'as un blog, t'es extrêmement calé dans le sujet, c'est finalement une extension assez logique. Tout à fait. Bah, surtout, en fait, j'ai une activité que les gens ont un peu de peine à comprendre quand je me présente parce que, en fait, il faut que je le dise tout de suite, je fais pas de chocolat. Je suis sommelier en chocolat, donc c'est un peu un monde bizarre. Vraiment, je pense, la meilleure comparaison qu'on peut avoir, c'est celle avec le vin. Un sommelier en vin ne sait pas forcément faire du vin lui-même, n'a pas un domaine. Il est vraiment là pour conseiller, pour avoir cette connexion entre le produit et le consommateur, pouvoir expliquer d'où vient le produit, quel est le chocolat qui lui conviendra le mieux, enfin comprendre un peu ce monde-là et puis trouver ce qui va faire plaisir aux gens. Ok, comment est-ce qu'on en arrive là? Déjà, pardonne mon inculture, hein, sommelier en chocolat, je savais même pas que ça existait. Alors je te Et rassure, c'est pas de l'inculture. C'est vraiment un terme que j'ai dû un peu créer de toutes pièces parce que souvent les gens posent l'action, oui, mais tu fais quoi exactement? Alors dire consultant en chocolat, je trouve que c'est pas ça parle pas aux gens. Sommelier, c'est plus en accord, je dirais, avec la culture qu'on a ici en Europe en particulier, où les gens savent ce qu'est un sommelier dans le domaine du vin, donc ils arrivent plus facilement à comprendre ce que c'est comme type d'activité. C'est pas une activité en tout cas qui est, j'ai envie de dire, réglementée ou autre. Il n'y a pas de formation tout simplement pour le faire. On le devient un peu sans le savoir. C'est comme le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. Ben on devient sommelier en chocolat sans le savoir à force d'en goûter, à force d'en manger. C'est comme ça que les choses se font. En fait, l'histoire a commencé, je pense comme chez tout le monde, avec beaucoup de gourmandise. J'ai toujours adoré le chocolat. Et puis, il y a maintenant quelques années de ça, un ami me dit, ah, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je pense qu'il faut que vous mettiez ensemble. Il a un projet pour faire un magasin qui vend du chocolat, ça peut t'intéresser. C'est comme ça, c'était quelque où? part, que j'ai mis le premier pied dans le chocolat, mais sous forme de C'était où business. ce magasin? C'est à Genève, le magasin existe encore, c'est Chocolat du Monde. C'est une Ok. société justement qui était en création. Et très rapidement, en fait, en discutant avec celui qui allait devenir mon associé, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on voulait proposer des chocolats justement du monde entier, pour pouvoir faire découvrir la variété, ben, on pouvait pas uniquement travailler avec les chocolatiers classiques, j'ai envie de dire, parce que ces chocolatiers-là, en fait, ils travaillent ce qu'on appelle un chocolat dit de couverture, c'est-à-dire qu'ils vont pas produire eux-mêmes le chocolat, ils vont juste le retravailler pour ensuite y ajouter différentes choses, pour en faire des bonbons au chocolat, des ganaches. S'ils font une tablette, ils vont y rajouter par exemple des noisettes, mais le chocolat en tant que produit, c'est pas leur marque de fabrique généralement. Donc, avoir des chocolats de différents chocolatiers, finalement, on compare pas tellement le chocolat, mais plutôt le savoir-faire pour utiliser le chocolat. Et c'était pas vraiment le but de notre entreprise. Donc petit à petit, on s'est orienté en fait vers ce qu'on appelle les producteurs dits bean to bar, donc vraiment le chocolat qui est fait de la fève de cacao jusqu'à la tablette, où en fait le producteur de chocolat va vraiment faire ce travail de sélectionner les fèves de cacao, de les transformer, c'est-à-dire de les torréfier, de les broyer, de choisir combien il va mettre de sucre en termes de proportion par rapport au cacao, est-ce qu'il va rajouter d'autres choses, pendant combien de temps il va mélanger le tout et avec quelle finesse. Vraiment comme finalement en fait un vigneron va choisir de vinifier son vin et va mettre sa touche. Donc là c'est un petit peu la même chose.
petit à petit, bah voilà, l'entreprise s'est retrouvée en fait dans une position assez incroyable, c'est qu'on devait apprendre aux gens à manger du chocolat en Suisse. Ce qui est un peu bizarre quand on y réfléchit, parce qu'on a l'habitude d'avoir du chocolat suisse, mais les gens en fait ne connaissent pas la différence entre chocolat artisanal d'une chocolaterie classique et chocolat artisanal qui est fait vraiment de la fève à la tablette chez un producteur de chocolat. Donc il y a tout une partie comme ça d'apprentissage, de passage de l'information, et c'est comme ça, j'ai envie de dire, que petit à petit, bah, je suis devenu un peu ce passeur de savoir du cacao au chocolat, et il a fallu trouver finalement quel était mon rôle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expliquer aux gens que je suis en fait un sommelier en chocolat. Donc ça s'est fait vraiment comme ça, un peu petit à petit. Aujourd'hui, on a vendu l'entreprise à deux repreneurs qui ont tout à fait la même philosophie. Donc je suis content de voir que ça peut continuer. Moi, parallèlement, j'ai gardé quand même une activité dans le chocolat, justement à travers le blog où en fait je fais des recensions de chocolat. Donc c'est tout à fait désagréable. Tu goûtes en fait du chocolat et tu donnes un peu tes sensations. C'est C'est trop bien, hein. c'est pas mal. Hein. J'avoue que Il y a personne qui le fait, donc si tu le fais pas, en fait, on achète sur l'emballage ou sur la marque et sans savoir exactement. Souvent aussi, c'est ça, je dirais, dans le rôle du conseil qui apparaît, c'est que on se dit ah oui, je veux manger du chocolat, mais on se pose pas la question en fait de qu'est-ce que j'aime dans le chocolat. Souvent, c'est ah j'aime le chocolat noir ou j'aime le chocolat au lait, et ça s'arrête là. C'est vraiment comme si quelqu'un te disait, ah, moi j'aime que le vin rouge ou que le vin blanc. C'est très caricatural. Et en fait, quand on commence à découvrir un peu la variété des chocolats, on se rend compte que il y a des chocolats noirs qui sont en fait pas du tout amers, d'autres qui sont avec peu de pourcentage de cacao, mais qui sont très intenses, parce que c'est la variété des cacaos, c'est la façon dont ils ont été transformés qui leur donne beaucoup de caractère. Et finalement, les gens petit à petit découvrent que ah oui, mais moi je préfère les trucs plutôt un peu acidulés ou les chocolats qui seront plutôt très fondants, très soyeux ou ah moi j'aime bien quelque chose qui est plutôt intense comme un expresso pour faire la comparaison avec le café. Donc petit à petit en fait les gens se rendent compte qu'il y a plus de nuances et de subtilité à tout ça et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est petit à petit de démystifier, j'ai envie de dire, le chocolat et de montrer la richesse en fait du produit tout simplement. ok, ben, en tout cas, merci pour ton travail, hein. C'est un de ces articles justement qui m'a interpellé et qui m'a fait te contacter. Et merci encore d'accepter l'invitation et de partager ton temps avec nos auditeurs. Avec plaisir. J'ai une question pour toi, question assez basique. C'est quoi pour toi du chocolat? Snickers, c'est du chocolat? Alors, je mets pas de définition en fait. Là, je suis même, je dirais un peu paradoxal presque, parce que souvent les gens me disent, ah, mais alors du coup, tu manges pas de sneakers ou ce genre de choses. Ben, je vais te surprendre, mais oui, je peux en manger. Ça me dérange absolument pas. En fait, j'ai plus de peine avec des chocolats type Lindt, où ça va être marqué juste grand cru dessus, mais ça veut pas dire grand-chose, ou extra noir. Qu'est-ce que ça veut dire extra noir? Ça veut généralement pas dire grand-chose. Euh, et là, du coup, en fait, souvent sur ces chocolats industriels qui ont juste un pourcentage de cacao élevé, mais qui n'ont pas cette finesse justement au niveau gustatif, j'ai de la peine parce que finalement, c'est surtout de l'emballage qu'on nous vend. On essaye de nous faire croire que c'est un truc un peu exceptionnel, mais en fait, pas du tout. Alors que quand je vais consommer un Snickers, par exemple, je prends pas ça comme du chocolat plaisir au sens ah oui, je vais essayer de comprendre quelle saveur, etc. C'est juste le côté purement régressif à un truc sucré, un dessert, un truc comme ça. Mais c'est deux choses qui peuvent coexister et qui sont différentes pour moi. Ok, très bien. Euh, Si on me demande quel est mon aliment, une des questions que je pose souvent sur ce podcast, quel est ton aliment préféré? Je Euh, répondrai sans hésiter le chocolat. oui, je crois que là, il n'y a pas de doute. Ouais, mais j'avoue que ouais, voilà, l'expertise en chocolat, je l'ai clairement pas. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer les grandes lignes de quel type de fèves, les types de chocolat qui existent et les grandes lignes du chocolat pour un débutant qui aimerait se passionner comme, pour le chocolat comme moi, en fait.
Bien sûr, alors je dirais qu'il y a pas vraiment de bonne façon de faire pour approcher le chocolat. Il faut vraiment y aller avec la notion surtout de plaisir et de curiosité. Je pense qu'avec ces deux ingrédients-là, tu peux vraiment commencer à explorer le monde du chocolat. L'idée, c'est surtout des fois de se dire, tiens, qu'est-ce que je goûte et pourquoi je l'apprécie? C'est souvent un peu le problème qu'on a d'ailleurs dans la façon de consommer le chocolat, c'est qu'on va acheter une tablette ou un bonbon au chocolat, on va le manger et puis ça va s'arrêter là et un temps plus tard ou de façon séquentielle, on va prendre le suivant. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant, surtout quand on parle de tablettes de chocolat de différentes origines, même si c'est des chocolats de supermarché, c'est d'en prendre plusieurs différents et de les ouvrir tous en même temps. Donc ça, faut pas le dire quand il y a des enfants. Et surtout de les comparer en fait. Et c'est là où en fait petit à petit on va se rendre compte des différences, même dans les chocolats industriels. Alors les différences seront moins marquées ou différentes. Elles seront peut-être sur d'autres éléments que des notes, des arômes. Mais petit à petit, en fait, on arrive à comprendre ce qui nous plaît en tant que individu. Certains vont dire, ah, moi j'aime bien quand c'est ultra fondant, ou je préfère quand c'est plus sucré, euh, quand c'est plus léger comme goût. Et là, c'est vraiment à force de goûter qu'on peut un peu se faire une idée. Et après, il faut pas hésiter justement à aller goûter une fois qu'on a un petit peu quelques idées sur ce qu'on aime, aller goûter justement d'autres choses, d'aller non pas justement juste chez des chocolatiers artisanaux, mais aussi chez des petits producteurs justement qui font ce travail de la fève à la tablette et qui Tu peux vont des noms pouvoir dire ah aujourd'hui? voilà oui. Est-ce que tu as des noms, peut-être, des recommandations? Je sais que sur ton site, il y a énormément de producteurs, hein. Tu mets en avant plein de chocolats, tu goûtes plein de chocolats. Voilà, si j'ai des amis qui viennent de l'étranger et je vais leur faire goûter du chocolat, où est-ce que je vais? C'est une vraie question. J'ai d'ailleurs écrit une fois un article là-dessus. Oui, qu'est-ce que tu aurais à recommander? Alors, pour moi, le mieux, c'est vraiment d'aller chez le chocolatier, justement, dit Bean to Bar, de la fève à la tablette, le plus proche de chez toi. Mais il n'y en a pas un qui est forcément plus intéressant qu'un autre parce qu'ils seront différents. Donc, si tu vas chez un chocolatier comme ça, tu auras l'assurance généralement de pouvoir goûter un chocolat qui sera différent que ce que tu vas trouver en grande surface. Parce que typiquement, une tablette de Lindt, qu'elle soit achetée ici en Suisse ou qu'elle soit achetée aux États-Unis, il n'y aura pas énormément de différence en termes gustatifs. C'est des produits qui sont très standardisés. Alors que quand tu vas chez des petits producteurs comme ça, ils vont avoir leur caractère. Alors, est-ce que c'est celui que tu vas préférer, c'est à force de goûter que tu vas trouver les chocolats et les producteurs qui te conviennent le plus. Mais c'est là où tu vas avoir surtout l'assurance en fait de pouvoir avoir un truc original que généralement tes invités n'auront jamais goûté parce que c'est peu répandu. Donc je dirais surtout ça qu'il faut avoir à l'esprit si on veut faire les choses un peu différemment. Ok, merci du conseil. Euh, Toujours, oui, si on veut s'aventurer dans le chocolat, c'est quoi, toi, ta manière préférée de goûter, enfin, d'apprécier le chocolat? En tablette? Tu as parlé de bonbons avant, en boisson. euh, oui, quelles sont un peu les manières, les manières, les bonnes manières pour apprécier le chocolat? Alors, je te rassure tout de suite, il n'y a pas de bonne manière, il y a seulement les manières qui te conviennent. Euh, c'est vraiment une question d'envie, de moment. Il y a des moments où j'ai vraiment envie d'une tablette de chocolat simple. D'autres moments, je serai plus dans un esprit peut-être plus gourmand ou plus sophistiqué. Je vais avoir envie de goûter un petit bonbon au chocolat fait par un chocolatier qui aura rajouté des choses dedans plus complexes. D'autres fois, si c'est en plein été qui fait très chaud, t'as peut-être pas forcément envie de prendre une tablette de chocolat, t'auras peut-être plus envie d'une infusion, par exemple, de fèves de cacao. Ça peut exister aussi sous forme froide, comme un thé finalement, donc ça serait une sorte de thé froid de cacao. C'est vraiment en fonction des envies, et je pense pas qu'il faille se dire, ah, c'est ça qu'il faut faire absolument. Et les gens souvent me posent la question qu'ils considèrent comme piège, mais qui pour moi fait pas beaucoup de sens, c'est-à-dire quel est ton chocolat préféré? Ma réponse est systématiquement, ça dépend du moment. Il y a des moments j'ai envie de ça et d'autres moments j'ai envie de ça et j'ai pas honte de dire. Il y a des moments j'ai envie d'un Snickers et c'est pas pour autant que le Snickers est considéré comme le meilleur chocolat du monde, mais c'est celui que j'ai envie à ce moment-là. Donc
il y a vraiment pas de raison, je dirais, de préférer un chocolat à un autre, sauf peut-être, et là, je pense que c'est un point qui est plus important, l'aspect éthique. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de ce qui est lié à la transformation des fèves, mais ce qui est aussi important, bah, c'est de savoir d'où viennent ces fèves. Et c'est pour ça aussi, justement, que les chocolatiers qui travaillent à partir directement des fèves de cacao sont plus intéressants, parce qu'ils vont pouvoir te dire d'où vient le cacao, à qui ils l'ont acheté, à combien ils l'ont acheté, parce que c'est souvent le gros problème, je pense, du chocolat industriel, c'est que c'est d'une part des filières où il y a peu ou pas du tout de traçabilité. Donc même quand il y a des labels type Fairtrade, etc., on peut pas garantir systématiquement, par exemple, qu'il n'y a pas du travail d'enfant dans l'approvisionnement. Donc c'est toujours un peu délicat de se dire oui, je mange du chocolat, mais à quel prix? S'il y a de l'esclavagisme moderne derrière, des enfants qui sont obligés de travailler dans des plantations de cacao, c'est pas quelque chose de très sain. Euh, et l'avantage de travailler justement avec ces producteurs à petite échelle, c'est que eux ont ce contact, si ce n'est direct, quasi direct. En tout cas, ils ont la capacité de remonter la filière d'approvisionnement en termes de matières premières. Donc, c'est peut-être plus ça pour moi le véritable critère aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que je prends comme cacao en termes justement éthiques et aussi en termes de durabilité pour l'environnement, puisque on a pu le voir avec plusieurs études. Le chocolat est malheureusement assez mauvais pour notre empreinte environnementale lorsqu'on le consomme, tout simplement parce que quand il est industriel, il implique beaucoup de déforestation parce que la façon de faire pousser le cacao qui est la plus rentable, c'est tout simplement de faire brûler des forêts, de planter du cacao, qui est très demandant en termes de ressources du sol, donc il va généralement épuiser le sol très rapidement et au bout de quelques années, quand les cacaoyers sont plus productifs, ben on va tout simplement les laisser, les arracher ou les brûler et la terre va être infertile pendant quelques années, le temps qu'elle se régénère. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant en termes d'impact sur l'environnement et travailler justement plutôt avec des petits producteurs qui vont avoir des variétés de cacao qui sont moins productives mais plus intéressantes souvent aussi en termes de goût et aussi souvent qui sont mieux rémunérés pour le producteur vu la valeur justement qu'elles ont en termes gustatifs mais aussi de travail. Là, souvent, ces variétés-là, en fait, poussent dans ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc, elles sont plutôt intégrées à un environnement. Il y aura d'autres arbres autour. Et l'impact environnemental de ce chocolat-là, de ce cacao-là, sera beaucoup moindre. Et j'ai envie de dire que c'est aussi plus agréable de manger ce genre de produit-là en sachant ce qu'on a entre les mains. Totalement d'accord, hein. L'aspect durable, c'est critique. Prochaine question pour toi. Tu as parlé de la source, qu'elle soit durable et éthique. C'est quoi un peu les bonnes sources de chocolat à l'heure actuelle? On parle beaucoup de Criollo. Euh, Criollo, c'est en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Alors, pas du tout. Là, Ah, il faut vraiment enlever le mythe, je pense. Il y a essentiellement, je dirais, deux choses qui ont été mises en avant. D'abord par les petits producteurs et qui malheureusement est repris de plus en plus par les grands producteurs et qui du coup le tordent un peu pour rendre ça plus intéressant en termes de marketing. C'est d'une part l'origine du cacao, de dire par exemple le meilleur cacao vient de tel continent ou de tel pays. C'est complètement absurde. C'est exactement comme si on te disait le meilleur pays pour le vin, c'est tel pays. Bah, non, en fait, il y a tellement de types de vins différents dans un seul pays, des terroirs, des producteurs différents, des types de raisins. Bah, c'est exactement pareil avec le cacao. Il y a différents. Il faut savoir que les, les propriétés, les fermes qui produisent du cacao sont généralement toutes petites. C'est des fermes familiales qui font quelques hectares, qui ensuite souvent sont regroupées sous forme de coopératives. Et souvent, d'une ferme à l'autre, la variété de cacao, la façon dont le cacao va être récolté, est-ce qu'il sera plus ou moins mûr, comment est-ce qu'il va être ensuite fermenté et séché, va avoir un énorme impact. Donc, c'est assez illusoire de dire il faut aller dans tel pays ou voire même dans telle région. Je pense, pas du tout pertinent. Ensuite, on a beaucoup mis en avant justement les variétés de cacao qui étaient, je dirais, classées en trois grandes familles essentiellement. Il y a le Criollo justement, le Trinitario et le Forastero. Euh,
Aujourd'hui, on se rend compte justement en fait qu'il y a une variété de cacao qui est beaucoup plus grande que ça. En fait, il y a beaucoup de types de cacao, de variétés de cacao qui sont soit anciennes et oubliées, qu'on redécouvre, ou qui sont des variations de ces trois principales familles. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à une vingtaine ou trentaine de types de cacao différents. Et là, pareil, c'est aussi plutôt la façon dont ils sont cultivés, la façon dont ils vont être transformés qui fait la qualité. Alors oui, il y a des caractéristiques de certains cacaos qui vont être un peu plus intenses, plus fruités ou plus avec des notes acidulées, mais c'est très générique. Il y a par exemple des cacaos de type criollo justement qui sont considérés comme de bonne qualité, qui s'ils sont mal travaillés peuvent donner du chocolat très médiocre, et à l'inverse du chocolat du cacao pardon comme le Forastero qui est considéré comme de moins bonne qualité souvent et qu'on retrouve plus en Afrique. Euh, J'en ai goûté qui était absolument extraordinaire et qui avait vraiment un profil gustatif incroyable où ça partait sur des notes de fruits rouges très très ciselées, enfin vraiment extraordinaire. Et à l'inverse, on peut retrouver aussi du très bon Forastero en Amérique du Sud ou du très bon Criollo aussi en Afrique ou un peu partout dans le monde. Donc, il faut se méfier un petit peu, je dirais, des grandes généralités de ce type-là. Très bien. Bah, en tout cas, merci pour l'éclaircissement, hein. Moi, je me suis totalement fait avoir, hein. Je pensais que voilà, c'était associé à une région. Finalement, c'est comme Arabica et Robusta. Je pense que tu Exactement. dois être familier. Ok, C'est je exactement vois. le même genre de choses et je pense que la comparaison est tout à fait juste parce que si on regarde dans le café, c'est vraiment beaucoup les industriels qui ont mis en avant ces variétés-là, et on se rend compte quand on va sur des micro-lots en fait qu'il y a beaucoup plus de variétés et de richesses que ça. Très bien. Prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement la fabrication du chocolat, le processus de fabrication? Alors, oui, je t'écoute. Alors, je dirais, ce que je vais donner comme vision, c'est une vision qui est très généraliste, sachant que forcément, vous trouverez des gens qui vont dire, ah, moi, je fais les choses un petit peu différemment, ou il y a des variations possibles. Mais grosso modo, il faut surtout se dire en fait que ça commence beaucoup plus tôt que ce qu'on imagine. Ça commence pas du tout dans les laboratoires ici en Europe, mais ça commence sur le terrain, dans la ceinture équatoriale, dans tous les pays où le cacao pousse. La façon dont le fermier, le cultivateur de cacao va s'occuper de l'arbre du cacao va être primordial, parce que ça va déjà avoir un impact gigantesque en fait sur le goût du chocolat. Pour te donner un exemple, il va falloir d'une part déjà se décider quand est-ce qu'on fait la cueillette du cacao. Donc il faut que le fruit en tant que tel soit assez mûr pour qu'il ait un maximum de goût et de saveur à transmettre. Ensuite, une fois qu'on a cueilli ces cabosses de cacao, il va falloir les ouvrir pour sortir de l'intérieur de la cabosse les fèves de cacao qui sont aussi entourées de pulpe, ce qu'on appelle le mucilage. Et tout ça, on va le mettre dans des caisses pour que ce soit fermenté naturellement. Fait très rapidement, comme beaucoup de fruits qui vont fermenter si on les laisse tels quels. En plus, dans une région tropicale où les températures sont élevées, le tout va commencer à fermenter. Et ce processus de fermentation-là est très important pour donner du goût en fait à la fève de cacao parce que ça va permettre via tout un processus, notamment s'il y a des levures, de transférer une partie des saveurs qui sont dans la pulpe, dans le fruit, j'ai envie de dire, dans la fève de cacao. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, ça va dépendre, ça se joue généralement sur quelques jours, entre 3 et 7 jours. Et ça dépend aussi des températures. C'est-à-dire qu'il faut aussi mélanger ces caisses de cacao en train de fermenter. Donc selon le processus que le fermier met en place ou la coopérative, parce que souvent c'est regroupé dans des coopératives les produits de plusieurs fermes, il va falloir bien travailler ça pour s'assurer que la fermentation elle est uniforme, qu'elle est bien faite, qu'il y en a assez mais pas trop non plus. Et pour arrêter ce processus-là, ensuite on va étaler les fèves de cacao sur des grandes tables ou des grandes nattes
à même le sol, pour qu'en fait, avec le soleil, on stoppe le processus de fermentation et on commence à faire sécher le cacao. Et là aussi, dépendamment si vous avez plus de nuages, s'il y a plus d'humidité ou autre, ça va influencer aussi la vitesse à laquelle la fermentation va s'arrêter. Donc, il va y avoir un impact déjà énorme ici sur la qualité des fèves, mais aussi sur le caractère des fèves, tout simplement. Donc c'est des étapes qui se passent, il faut être vraiment conscient de ça, avant même que le cacao ne soit même mis dans des sacs pour être envoyé et transformé en chocolat. Et il y a déjà énormément de choses qui se jouent à cette étape-là. Une fois que le cacao est sec, il va falloir le mettre justement dans des sacs. On a souvent l'image un peu traditionnelle du sac en jute, très joli, qui fait très sympa, mais en fait souvent à l'intérieur il y a aussi un sac en plastique pour pouvoir contrôler l'humidité, le temps du transport, euh, et de livrer ensuite justement ce sac de cacao au producteur de chocolat qui lui va être chargé de le transformer en chocolat. Lorsqu'il réceptionne ce sac, en fait, d'une part, il va devoir déjà choisir son cacao. Donc là, il y a aussi un processus qui est important, avec qui il va avoir envie de travailler, quel type de cacao. Il va souvent demander des échantillons pour pouvoir les goûter, savoir est-ce que ça lui parle ou pas. Et la première étape qu'il va mettre en route pour pouvoir commencer à passer petit à petit du cacao au chocolat, ça va être de griller, torréfier les fèves de cacao. Pourquoi? En fait, là, il y a deux buts généralement à cette opération. Ça va être d'abaisser le taux d'humidité dans la fève de cacao, qui, lorsqu'elle a été séchée au soleil, le taux résiduel est généralement autour de 5%. Là, ça va être de descendre à moins d'1% généralement pour pouvoir éviter justement toute humidité, puisque dans les fèves de cacao, il y a le cacao, mais il y a aussi le gras du cacao, c'est-à-dire le beurre de cacao. Et toute matière grasse fait assez mauvais ménage avec l'humidité. Donc le but, c'est vraiment le premier but de la torréfaction, c'est d'enlever justement cette humidité résiduelle. L'autre élément aussi lié à la torréfaction, ça va être de faire ressortir le goût, exactement comme avec le café. Un café vert a pas énormément de goût. Le fait de le torréfier va permettre d'augmenter l'intensité gustative du cacao. Et là aussi, c'est un choix à faire. Est-ce que c'est comme le café? Est-ce qu'on l'aime plus fort, plus léger? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir en termes de caractère? Et là, il y a vraiment tout un savoir-faire qui est assez impressionnant de la part des producteurs de cacao, où ils vont devoir faire des tests en fait avec des petits échantillons. Est-ce qu'ils chauffent à plus haute température, plus longtemps, moins longtemps? Ça se joue des fois à vraiment pas grand-chose. J'ai des producteurs qui me disaient avec certaines variétés de cacao qui sont très fines gustativement, mais aussi très sensibles, des fois dépasser de quelques dizaines de secondes à la torréfaction, elles vont prendre le goût de brûlé et ça va plus fonctionner. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui s'acquiert de façon très empirique et qui demande beaucoup de travail de la part du producteur de chocolat. Une fois qu'il aura torréfié les fèves, il va falloir qu'il les passe dans une vanneuse qui va tout simplement séparer la petite peau de l'amande de cacao de la fève en tant que telle pour pouvoir se débarrasser de ça. Et c'est souvent justement ces petites peaux de cacao qu'on va pouvoir récupérer soit pour faire du compost ou si c'est justement du bon cacao pour pouvoir en faire des infusions dont je parlais avant. Là, c'est aussi quelque chose d'intéressant gustativement qu'on ne connaît généralement pas du tout. On connaît surtout le chocolat fondu pour faire du chocolat chaud ou éventuellement un chocolat froid, mais pas l'infusion de cacao. Et ces fèves de cacao qui restent, une fois qu'elles ont été débarrassées justement lors du vannage de leur petite peau, on va pouvoir commencer cette fois-ci à les broyer pour pouvoir transformer le cacao en pâte de cacao. Et c'est seulement lorsqu'on va rajouter du sucre que ça va devenir du chocolat. En fait, tant qu'on a que du cacao, ça ne peut pas être du chocolat. Donc, paradoxalement, un chocolat à 100% ne devrait pas vraiment exister parce qu'il faut légalement qu'il y ait toujours un tout petit peu de sucre pour que ça J'allais puisse... te poser la question. Pardon? Ok. J'allais, non, justement, quid des chocolats à 100%? Exactement. Alors légalement, en fait, un chocolat à 100% n'existe pas. En tout cas, on n'aurait pas le droit de marquer sur l'emballage chocolat, parce que le 100% impliquerait qu'il y aurait 0% de sucre. Après, heureusement, il y a des petites variations qui font que les producteurs arrivent à s'en sortir. Il y a des marges dans lesquelles ils peuvent se trouver. Mais paradoxalement, le chocolat 100% n'existe pas. Et cette masse-là, une fois qu'elle a été justement, là aussi, travaillée par le producteur de chocolat,
il va falloir trouver le bon équilibre. Le sucre, en fait, lorsqu'on l'ajoute, c'est pas du tout dans le but, j'ai envie de dire, de faire un produit doux et sucré. Le sucre est surtout là pour révéler les saveurs. Exactement comme quand on cuisine, on va rajouter généralement un peu de sel pour pouvoir relever le goût d'un plat, mais le but, c'est pas que le sel prenne le dessus. Et souvent, c'est un peu le reproche que je fais au chocolat industriel, c'est que soit ils sont très intenses, mais ça a juste un goût de brûlé, il n'y a pas de subtilité, soit ils vont être très sucrés pour cacher justement le fait que c'est soit des fèves de mauvaise qualité, soit que la torréfaction, plutôt le passage au grill des fèves de cacao a été vraiment fait de sorte à uniformiser les choses et pas du tout de faire ressortir des subtilités. Donc là aussi, le producteur va jouer un rôle important. Ah, pour ces fèves-là, je pense que la meilleure recette, elle va être avec tant de pourcents de sucre et pas plus ou pas moins pour bien révéler le caractère du cacao. Donc il va aussi mettre son style, j'ai envie de dire, là-dedans. Pareil aussi lorsqu'il va broyer, il peut broyer plus ou moins finement. En Suisse, on a l'habitude des chocolats qui sont très fondants, très soyeux, où il n'y a pas du tout de texture, parce qu'on a historiquement été le pays où le chocolat au lait a été inventé. Le chocolat au lait rajoutant de la matière grasse, c'est des chocolats qui sont très fondants, où il n'y a pas du tout de texture. Donc on aime aussi le chocolat noir qui ressemble en termes de texture à ce type de produit. En revanche, dans d'autres cultures, je pense notamment en Amérique centrale, il y a beaucoup plus cette tradition de faire du chocolat quasiment à la maison, avec du cacao, et du coup d'avoir un chocolat qui est beaucoup plus grossier, entre guillemets, c'est-à-dire où la texture va être beaucoup plus présente. Et c'est pas du tout un défaut, c'est juste une façon différente en fait de consommer du chocolat. Heureusement ici, il y a quelques producteurs qui le font aussi. Je pense notamment à Orfèvre qui a sa fameuse déclinaison de brut de noir pour parler du chocolat, où là il y a vraiment le sucre qui est rajouté à la pâte mais sans être broyé pour avoir le côté un peu crunchy du sucre et ça donne des sensations qui sont assez extraordinaires. Alors généralement les gens soit sont pas du tout convaincus, soit adorent parce que c'est différent justement. Mais je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça change justement de ce dont on a l'habitude. Et puis finalement, la dernière étape qui paraît peut-être la plus anecdotique, mais qui est aussi très importante, ça va être le moulage de ce chocolat. C'est-à-dire qu'il va falloir cette pâte de chocolat. Une fois qu'on a rajouté justement du sucre, ça devient du chocolat, mais qui est toujours liquide. Il va falloir le mouler dans un moule. Il va falloir choisir quelle est la forme qu'on veut donner à la tablette de chocolat. Ça va nous influencer exactement comme quand on achète une bouteille de vin, on est déjà influencé par l'étiquette. Bah là, c'est un petit peu pareil. L'emballage du chocolat va nous influencer, mais aussi la forme de la tablette. Si vous avez une tablette qui est fine, ça va souvent donner un aspect de chocolat assez luxueux. Alors qu'en revanche, si c'est une tablette qui est épaisse, ça a le côté plus généreux, plus gourmand. C'est après une question de choix. Ça ne veut pas dire qu'un l'un ou l'autre des chocolats est meilleur. C'est simplement de qu'est-ce que le producteur veut transmettre. Incroyable. En tout cas, merci de contribuer à transmettre cela. C'est un vaste monde assez complexe et intimidant. Donc, c'est bien d'avoir des gens comme toi qui vulgarisent et qui expliquent et qui transmettent. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, tu as parlé d'infusion. Sur ton blog, tu parles de chocolat au whisky. C'est quoi, enfin, il y a mille et une manières de faire du chocolat, hein, de ce que je comprends. Selon toi, selon toi, c'est quoi ta manière préférée en ce moment de savourer le chocolat? J'imagine que c'est une réponse qui varie selon tes humeurs, si je lis bien. Tout à fait. Euh, du coup, peut-être une meilleure question, ce serait d'expliquer comment ça marche l'infusion. Alors, en fait, il faut distinguer deux types d'infusion. Il y a l'infusion de cacao dont je parlais avant, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les petites peaux des fèves de cacao, on va les mettre dans des petits sachets, et ça va être C'est vraiment les fameuses nibs, c'est pas ça. alors non, les nibs, c'est plutôt les fèves de cacao qu'on a juste concassées grossièrement. Là, c'est juste des éclats de fèves de cacao. Là, on parle vraiment de la petite peau, vraiment comme quand tu as une amande. Euh, t'as une peau qui entoure l'amande et au cœur, tu as vraiment l'amande en tant que telle. Ben là, c'est pareil. La fève de cacao, elle est entourée d'une petite peau qui, lorsqu'elle est torréfiée, justement, va se détacher de la fève et c'est cette peau-là qui reste et qui a quand même des qualités gustatives. Par exemple, dans le cas des amandes classiques, bah, c'est là où souvent se trouve l'amertume. Là, dans le cadre du cacao, bah, c'est là souvent où il y a, je dirais, la richesse aussi, une partie de la richesse gustative
du cacao. Et en fait, tu peux récupérer par le processus du vannage, justement, ces petites pots et les infuser vraiment comme du thé en vrac, en mettant de l'eau chaude. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que bah, c'est rafraîchissant, c'est liquide. Tu as vraiment l'impression d'avoir un thé. Et en même temps, quand tu sens au niveau du nez, tu as l'impression que c'est un chocolat chaud. Donc c'est quelque chose d'assez particulier parce que la texture, c'est vraiment celle de l'eau, du thé. Et en même temps, tu as ce côté très gourmand du chocolat chaud. Et tu peux le faire en infusion chaude, mais aussi en infusion froide, ce que j'aime beaucoup l'été, par exemple, parce que c'est très désaltérant. Puis en même temps, tu as ce côté assez gourmand du cacao avec les notes un peu chocolatées. Donc ça, c'est un premier type d'infusion. Après, il y a les infusions qui sont faites directement dans le chocolat. C'est-à-dire quand tu as fait tout ce processus de production du chocolat, tu peux y ajouter des choses. Alors la façon la plus facile, c'est de faire des inclusions, où tu vas rajouter par exemple des noisettes dans ta tablette de chocolat, et puis ça va devenir un chocolat aux noisettes. Mais tu peux aussi, tu parlais du whisky auparavant, rajouter d'autres choses dedans. Alors le whisky a ce côté un peu compliqué, c'est que bah, c'est un liquide. Et comme je le disais, dès que c'est du liquide, ça fait assez mauvais ménage avec le beurre de cacao ou le gras qui est contenu naturellement dans le cacao. Donc il va falloir trouver une autre façon de transmettre ce goût du whisky au chocolat. Et souvent, ce qui va être fait, ça va être justement bah, de prendre les fèves de cacao, de les concasser sous forme de nibs, justement, grossièrement, et soit de les faire infuser dans du whisky avant soit de les torréfier ou de les mettre dans la masse, ou de les mettre dans un baril de whisky, par exemple, pour qu'elles prennent le goût, en fait. Exactement comme quand tu as du beurre ou une huile dans un frigo, si selon ce qu'il y a à côté, les corps gras vont très rapidement en fait absorber les odeurs qui sont autour d'eux. Et c'est pareil avec le beurre de cacao, tu peux très rapidement lui donner le goût d'autre chose. Et c'est comme ça que tu peux avoir par exemple du chocolat aux herbes ou à ce genre de choses, ou au whisky, ou au cigare, par exemple, tu pourrais imaginer aussi comme ça, sans avoir à rajouter les choses dedans, mais en imprégnant tout simplement au niveau de l'odeur. Donc ça, c'est un travail supplémentaire, mais qui est assez intéressant parce que tu peux faire des associations. Et là, c'est le chocolat qui est infusé et non pas une infusion de chocolat. Donc il faut distinguer les deux processus. Ok, bah, merci pour les éclaircissements et nous on renverra au blog, bien sûr, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent découvrir tout ce que tu écris. Avec plaisir. Alors, j'ai pu parcourir rapidement ton blog et souvent, on est étonné de voir la diversité des producteurs de chocolat. Donc, un des posts qui m'avait interpellé, c'était des producteurs polonais. Tu vas aussi en Lituanie. Euh, Dans le monde du café, l'Europe du Nord, c'est un peu eux qui donnent le ton. Enfin, je pense que tu connais aussi très bien le monde du café. J'ai l'impression que c'est un peu eux qui donnent le ton en Europe. C'est un peu le hotspot. Est-ce que en Europe, pour le chocolat, il y a aussi un endroit où il y a plein de chocolatiers, plein d'échanges, plein de nouveautés qui sortent? Alors, je pense que dans le chocolat, c'est un petit peu différent parce que toute la construction justement de ce marché, de cette façon de consommer du chocolat différemment, en revenant finalement à la fève de cacao, c'est un renouveau qui est beaucoup plus récent que dans le domaine du café. Il faut savoir en fait qu'avant l'industrialisation, chaque petit chocolatier torréfiait lui-même son cacao. C'est-à-dire que quand tu avais un artisan chocolatier dans une petite ville, dans un village, généralement il faisait vraiment le travail de A à Z comme je l'ai décrit auparavant. C'est seulement après, avec l'industrialisation, qu'on a petit à petit eu une sorte de centralisation qui s'est faite. Et je dirais le renouveau est venu étonnamment pas tellement d'Europe, mais plutôt des États-Unis. Je dirais dans les années 2000, ou peut-être parce que leur chocolat industriel était vraiment pas bon, ils ont peut-être eu plus de facilité à découvrir justement du cacao et du chocolat différents. La différence était suffisamment marquée pour que ça les interpelle. Et du coup, la scène a été extrêmement dynamique, la scène du chocolat bean to bar aux États-Unis, je dirais essentiellement. C'est de là, je dirais qu'une bonne partie des trends vient encore aujourd'hui. Heureusement, en Europe, on est en train de rattraper notre retard. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui historiquement avaient
ou sont toujours considérés comme ayant une tradition du chocolat. Donc on parle justement là typiquement de la Suisse, mais aussi en partie de la Belgique. C'est souvent ceux qui sont les moins intéressants en termes de variété, parce que le public a l'habitude d'avoir déjà une certaine idée préconçue du chocolat. Et paradoxalement, bah justement, c'est aussi un peu dans des pays souvent nordiques, mais aussi dans les pays de l'Est, où bah là, quelque part, on les attend pas tellement au tournant en termes de production de chocolat, et du coup, ils sont plus décomplexés, ils sont peut-être plus créatifs, où ils osent plus faire des choses différentes. Et souvent, j'ai été surpris par justement des chocolats assez intéressants en provenance de ces régions-là. Mais il faut pas du tout oublier que il y a aussi des influences en termes de région. Par exemple, il y a des choses merveilleuses qui se font en Asie, euh, qui est pourtant pas du tout connu aussi pour son chocolat. Mais par exemple à Taïwan ou au Japon, ils ont du coup une approche qui est beaucoup moins axée sur le côté sucré, le côté dessert. Ils vont beaucoup travailler d'autres éléments des saveurs du chocolat. Et ils font des chocolats aussi qui moi, m'ont bluffé parce que justement, c'était très différent de ce que j'avais pu goûter jusqu'à présent. Donc, c'est plus après des questions de découverte, comme je le disais au début, de la curiosité, en fait, d'aller goûter ceci ou cela. Mais ça veut pas dire que si quelqu'un mentionne, comme moi, par exemple, sur un blog, que tel chocolat est extraordinaire, que soi-même, on doit le trouver génial après l'avoir goûté. De nouveau, c'est une question de goût personnel. Par contre, c'est intéressant de se dire, voilà, si quelque chose ne me plaît pas, je peux faire quelque chose ailleurs, et c'est pas parce que les chocolats de ma région ne me conviennent pas que je vais pas trouver mon bonheur plus loin. Et pour donner un exemple très concret, j'avais été vraiment impressionné il y a quelques années de ça par un chocolatier suédois en l'occurrence, qui m'avait envoyé des échantillons pour goûter justement des prototypes qu'il avait de chocolat. Et un des prototypes qu'il avait mis, c'était un chocolat qui était en fait avec de la viande de renne fumée. C'est un Wow. truc ici, on s'imagine pas du tout ça, et c'était juste extraordinaire. Et c'était bien parce qu'en plus il a fait les choses à l'aveugle, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais goûter. Et si je n'avais pas su avant, je sentais qu'il y avait quelque chose de fumé, d'intense, mais j'aurais pas du tout pensé à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui ici est plus difficile à, à imaginer chez certains producteurs qui sont plus classiques, tout simplement. D'accord. Euh, En fait, sur ce que tu dis, j'ai envie de rebondir. C'est clair que, bah oui, enfin, il y a probablement plus d'originalité ailleurs. D'un autre côté, j'ai un peu l'impression que sur le chocolat, on est plus ouvert. On a moins ce biais de confirmation. Je veux dire, on aura plus tendance à dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas un chocolat que par exemple du vin. Si on présente un Pétrus ou un champagne très connu, je pense pour la plupart des gens, c'est plus difficile de dire que c'est pas bon. Alors que voilà, si on propose un chocolat, même si on dit qu'il est très cher, je pense que les gens donneront vraiment leur opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'es un expert dans le domaine. J'ai l'impression qu'on est plus ouvert sur le chocolat. Enfin, plus vrai. Oui, oui et non. Je pense qu'en fait, on est plus ouvert si on te dit que c'est un petit producteur. Là, tu seras peut-être plus enclin à être plus franc. En revanche, si on te dit, ah, c'est le meilleur chocolat suisse, les gens vont avoir plus de peine, ils vont se dire, ah, j'aime moins. Mais il n'y aura pas le côté très, très franc non plus. On a quand même encore un peu ces catégories-là. C'est un petit peu comme quand pour reprendre l'analogie avec le vin, si on te dit, voilà, j'ai un petit producteur là du Bordelais, j'aimerais que tu goûtes, les gens vont te dire, oui, non, de façon assez franche, alors que ça peut être une bouteille très chère ou une bouteille tout à fait abordable, mais qui peut être extraordinaire. Donc, souvent, les gens ont quand même, on a ce côté, on juge beaucoup par l'étiquette, comme je le disais. Donc, j'aime bien pour ça les dégustations à l'aveugle, où t'as aucune idée finalement. Une autre dégustation que j'aime énormément organiser, c'est avec des enfants. Eux, généralement, ont pas du tout ce côté plus formaté par la société. Ils vont tout de suite dire j'aime ou j'aime pas, et on voit tout de suite quand on va au-delà des clichés. On dit toujours ah chocolat noir, les enfants ils aiment pas. J'ai des enfants assez jeunes qui ont participé à des dégustations et qui m'ont dit, mais ils étaient accros au chocolat le plus intense, alors que les adultes tapaient largement dans le chocolat le plus doux, le chocolat au lait, et ne s'en cachaient même pas. Donc, il faut nuancer de nouveau. Ok, j'étais un peu naïf. Merci de rétablir les faits. Je ne sais pas si c'est Ok, les faits, mais en tout cas, c'est assez intéressant à observer. ok. J'ai jamais organisé de dégustation de chocolat, donc je te crois sur parole. Merci en tout cas. Ok, on se dirige vers la fin.
Euh, Tu parles d'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu vois les choses se dérouler avec l'intelligence artificielle dans le monde du chocolat? Alors, je parlais surtout d'intelligence artificielle, en fait, pour comprendre d'où viennent un peu aussi la façon de consommer du chocolat, mais pas dans le sens que on va avoir une intelligence artificielle qui va nous dicter nos envies, parce que je pense pas qu'on en soit encore là, heureusement, mais plutôt en termes de justement de connaissance du chocolat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde des outils comme ChatGPT, ils vont en fait piocher des informations sur Internet pour pouvoir répondre à nos questions et y répondre statistiquement, c'est-à-dire voilà, s'il y a tel mot, après quelle est la probabilité d'avoir le mot suivant, etc. Ils construisent leurs phrases et leurs réponses comme ça. Alors c'est bluffant, hein, on peut vraiment avoir une conversation tout à fait cohérente avec ce genre d'outils. Dans le domaine du chocolat, ce que je trouve un petit peu inquiétant, en fait, c'est que quand on regarde, quand on va interroger les bases de données qui sont utilisées pour pouvoir mettre en place, entraîner ce genre de modèle-là, c'est que ils ont été cherchés sur Internet et sur Internet, il y a une forte, je dirais, il y a un biais qui est assez conséquent. Il y a beaucoup plus de contenu qui est mis en ligne justement par les grosses sociétés agroalimentaires, agro-industrielles et qui, elles, forcément, vont avoir un discours qui est orienté par rapport à leurs propres objectifs commerciaux. Et souvent, on a beaucoup moins de visibilité, par exemple, justement, sur tout l'aspect durable dont je parlais avant, sur la façon de planter du cacao et de faire du chocolat avec du cacao durable, sur l'aspect éthique aussi, social, tous les labels Fairtrade, etc. C'est souvent des éléments qui sont beaucoup moins présents proportionnellement sur Internet, et du coup, ces modèles d'intelligence artificielle vont avoir en fait tendance à enjoliver un peu la réalité, tout simplement parce qu'elles ont plus d'accès à ces éléments biaisés, tout simplement. Donc c'est là où j'avais fait justement cet article sur le blog sur l'intelligence artificielle et le chocolat pour aussi sensibiliser au fait que c'est très important certes d'utiliser les outils modernes, mais aussi justement d'aller au contact finalement des gens qui produisent les produits qu'on veut consommer. Bien noté. On arrive à la fin. Un conseil à donner à nos auditeurs, du haut de ton expérience très fournie dans le chocolat. Alors le conseil, c'est peut-être le plus simple, rester curieux et gourmand, tout simplement. Ça marche. Bien noté. C'était Nicolas Philippov. Je te remercie infiniment pour ton temps. Merci à toi et à C'est bientôt. À bientôt, oui, sans faute. Au revoir. À bientôt. Dans cet épisode, nous avons exploré l'univers fascinant du chocolat, de sa production à sa dégustation. Nicolas nous a révélé les secrets de son métier et nous a fait découvrir des saveurs uniques. Nous avons appris que le rôle d'un sommelier en chocolat est similaire à celui d'un sommelier en vin. Il est là pour conseiller et guider les consommateurs dans un choix du chocolat qui leur convient le mieux. Nicolas nous a également expliqué les différentes variétés de chocolat et comment ils sont fabriqués. Nous avons découvert que la dégustation du chocolat est une expérience personnelle et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le savourer. Nicolas nous a encouragés à rester curieux, gourmands, à explorer les différentes saveurs et textures du chocolat et à trouver ce qui nous plaît le plus. Merci d'avoir écouté Shiny Scarine. Et n'oubliez pas de prendre le temps de déguster un délicieux morceau de chocolat aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.